Bonjour à tous. Nous sommes ravis de nous revoir pour cette nouvelle web radio de la classe 6e média du Collège Lacine. Voici le programme d'aujourd'hui. L'actu de Vence et plus précisément le printemps des poètes. Nous allons aussi voyager en Égypte puis au Groenland. Ensuite, nous vous présenterons le circuit du livre. Enfin, nous vous présenterons une critique littéraire. Partons d'abord à Vence pour le printemps des poètes. Merci Lou. Le Printemps des poètes est une manifestation nationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Chaque année, un thème est choisi, comme la frontière en 2023, l'éphémère en 2022 ou encore le courage en 2020. Pour ces 25 ans, l'édition de 2024 aura lieu du 2 au 30 mars et aura pour thème la grâce. À cette occasion, la médiathèque Élise et Célestin Freinet s'engagent en poésie. Les œuvres de l'artiste plasticienne Louise Carroll y sont exposées du 2 au 30 mars et le 13 mars. La Comédie des mots propose un florilège d'états de grâce empruntés aux poètes, romanciers et dramaturges du XVIe siècle à notre époque contemporaine. Mais ce n'est pas tout. Le vendredi 15 mars 2024, de 18 à 21h, le musée, en partenariat avec les établissements scolaires de Vence, collèges, lycées, les cadrans solaires et avec l'association Art 7 présente État de grâce. Il s'agit d'une exposition multimédia qui mêle les arts visuels et les arts vivants. Les élèves, dont la classe de 6e art contemporain de la Cine, se font plasticiens, poètes, lecteurs, vidéastes et musiciens. Venez en nombre découvrir leur magnifique travail. Enfin, les plus petits peuvent aussi participer au Printemps des poètes, notamment le samedi 23 mars à 10h30, grâce à Ronde des couleurs, un programme de 6 courts-métrages d'animation dans lequel les couleurs expriment des émotions et donnent du sens aux histoires. D'autres manifestations autour de la poésie sont organisées dans toute la ville de Vence. Pour découvrir le programme complet, allez sur le site internet de la ville. Et voici maintenant l'interview de Claude Joyard, figure importante de la vie culturelle locale. Bonjour Claude Joyard. Pourriez-vous nous expliquer votre parcours et votre formation ? Eh bien, j'ai toujours participé à la culture en tant que bénévole ou professionnel et je suis intervenue dans différents domaines. J'ai fait du théâtre en milieu scolaire, j'ai fait des éditions d'art, poésie et illustration avec des estampes par tous les artistes de la région, dont certains très connus, comme Armand qui habitait à Vence. Ensuite, en tant que présidente d'association, j'ai lancé il y a 12 ans Lire à Vence et nous faisons 2 manifestations importantes. Une qui est la Nuit des Arts, en même temps que la Nuit européenne des musées, où nous passons de lieu d'art en lieu d'art, y compris au musée, et accompagnés de musiciens. Et là, nous lisons des textes sur l'art ou des textes poétiques, enfin c'est varié. Et autrement, il y a une grosse manifestation que nous faisons désormais au mois de juin qui s'appelle le Salon du livre Lire à Vence. Et le prochain aura lieu les 15 et 16 juin. Là, je travaille beaucoup avec la médiathèque. Nous faisons des partenariats. La médiathèque vient sur le Salon du livre. L'année dernière, par exemple, il y avait une artiste en résidence qui a fait un atelier sur le Salon du livre. Voilà. L'année dernière, nous avons eu des grands auteurs comme Jacques Ferrandez, qui fait de la bande dessinée, je ne sais pas si vous connaissez, il habite à la Colle-sur-Loue, un type très sympathique, et aussi René Frény, un auteur vraiment formidable. Voilà. Et donc cette année, nous accueillerons Villard, un écrivain qui écrit dans La Noire de chez Gallimard, donc une petite touche polar, et un autre auteur qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui est historien et qui raconte dans son dernier livre l'histoire du rapt de son père pendant 3 ans au Liban. Une histoire très, très compliquée, voilà. Et un autre auteur de Vence qui s'appelle Patrice Delbourg, qui vit ici une partie de l'année parce que ses grands-parents étaient établis à Vence, d'ailleurs en face de la médiathèque. Et lui, il vient de publier 2 livres, donc il nous présentera aussi ses livres.
Je présenterai aussi une jeune auteure de Vence, qui est aussi artiste plasticienne, qui s'appelle Laïla Chex, qui est jeune et qui écrit un livre assez, comment dire, un peu anticonformiste, avec tous les, disons, toutes les idées des jeunes maintenant, un petit peu, qui dérangent les adultes, mais c'est formidable. Voilà. Et donc, alors, pour le Printemps des Poètes, tous les ans, donc c'est la 25e année, tous les ans, une lettre est choisie et on illustre. Et tous les ans, le Printemps des Poètes édite au Castor Astral l'anthologie du Printemps des Poètes, hein, donc, qui réunit là 160 auteurs contemporains. Et donc voilà, la grâce. Hein, l'année dernière, c'était les frontières. Et donc l'année prochaine, ça sera le H. J'espère que ça sera l'humour. Parce que la grâce, bien sûr, ça a différentes définitions, mais quand même, quand on dit un moment de grâce, ça veut dire qu'on est bien, qu'on est un peu dans le bonheur, peut-être pour aller jusque-là. Mais quand on lit ces textes de ces poètes, eh bien, il faut vraiment la chercher, la grâce. C'est plutôt grave. Hein, voilà. Et bien, sinon, je fais aussi des lectures ici, d'écrivains, voilà, je travaille aussi avec d'autres associations. Avant, je travaillais avec Culture et Cinéma aussi, que vous connaissez bien. Hein. Et puis, différentes choses, voilà. C'est très varié. Après, je saisis les opportunités, je ne sais pas, quand c'est l'anniversaire, par exemple, d'un grand écrivain, comme l'année dernière, Colette. Voilà, j'ai fait quelque chose. Là, pour le Printemps des Poètes, j'ai donc fait aussi une intervention à la Villa Alexandrine, là, à la Salle de l'Europe, où j'ai fait une causerie lecture sur Catherine Pozzi et Paul Valéry. Donc Catherine Pozzi, c'est une femme poète assez méconnue qui a vécu à Vence, avec Paul Valéry, qui lui alors est un grand poète connu, très connu, et qui était qualifié de poète de la France. D'ailleurs, quand il est mort, il a eu des funérailles nationales. Et donc ce couple qui était ensemble a créé pas mal de littérature, de poèmes, et Catherine Pozzi, quand elle s'est séparée de Paul Valéry, elle lui a reproché de l'avoir pillé. Voilà, alors donc c'est toute une histoire de littérature, d'amour et de tumulte. Hein, voilà, donc ça s'appelait La grâce et le tumulte. La grâce pour les moments, évidemment, ils ont été très heureux ensemble, et le tumulte quand ils se sont séparés. Et c'est vrai que Paul de Valéry, il avait tendance à copier un petit peu certaines choses. Hein. Bon, ça n'empêche pas que c'est un très très grand poète. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie, c'est moi, avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Thomas de nous avoir plongé dans les printemps des poètes. Et maintenant, nous allons voyager dans le temps avec Nicolas qui va vous parler de l'Égypte ancienne. Merci Lou. Je vais vous parler de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire l'Égypte à l'époque de l'Antiquité. À cette période, les Égyptiens devinrent un État, à savoir un territoire délimité par des frontières et organisé politiquement. C'est un roi nommé Pharaon qui gouverne alors l'Égypte, aidé de ses fonctionnaires comme par exemple des scribes. Cet État se situe en Afrique dans la région que l'on nomme durant l'Antiquité le croissant fertile. Je vais vous expliquer quelles étaient les croyances des Égyptiens à cette époque. Tout d'abord, ils croyaient en l'immortalité. Ils pensaient que pour y accéder, il fallait avoir le cœur léger et un corps bien conservé. Les Égyptiens pensaient que pour vérifier la légèreté du corps du mort, il fallait peser le cœur. Dans le livre des morts, on voit Anubis peser un cœur et Thoth noter le résultat de la pesée. Et la dévoreuse était prête à s'attaquer au mort si son cœur était plus lourd que la plume de mat. Heureusement pour le mort, donc il est question de ces documents, le résultat de la pesée lui permet d'échapper à la dévoreuse et d'accéder au royaume d'Osiris. Pour conserver
le corps, il les momifiait et les mettait dans des sarcophages, voire des pyramides, lorsqu'il s'agissait d'un pharaon. Merci de m'avoir écouté. Merci Nicolas pour ce voyage en Égypte. Maintenant, direction le Groenland avec Yacine. Bonjour et merci Lou. Le Groenland est une île située au large du continent américain qui appartient au Danemark. Son climat est polaire, c'est-à-dire que les températures sont très basses, souvent autour de moins 18 degrés en hiver. Pendant la nuit polaire, les habitants du Groenland n'ont qu'une à 2 heures de soleil par jour. Ces contraintes naturelles rendent la vie très difficile. Mais ce n'est pas parce qu'il fait très froid qu'on ne peut pas y vivre. L'homme a réussi à s'adapter à ces conditions extrêmes. Pour combattre le froid, il a par exemple creusé des tunnels entre les maisons de se déplacer sans avoir à sortir dans le froid polaire. Les Inuits fabriquent des vêtements très chauds en fourrure d'animaux comme le renard polaire. Un autre exemple, les maisons sont peintes selon un code couleur afin de se repérer pendant les tempêtes qui peuvent être terribles et durer des jours entiers. Pour développer leur économie, les habitants développent le tourisme. Il n'est pas rare d'apercevoir des touristes faire des balades en chien de traîneau et même des bateaux de croisière. Le Groenland est confronté depuis plusieurs années aux conséquences du dérèglement climatique. En effet, la glace fond, l'épaisseur de la calotte glaciaire diminue, l'inland sea disparaît peu à peu. Il s'agit de terres recouvertes de glace qui peuvent atteindre des milliers de mètres d'épaisseur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura donné envie de découvrir le Groenland ainsi que le mode de vie de ses habitants. Bravo Yacine pour ce texte très intéressant sur le Groenland. Lilian va vous plonger dans le circuit du livre que nous avons découvert en EMI. Merci Lou. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le circuit du livre que nous avons étudié en classe d'EMI. Nous avons fait appel à un auteur vansois, Philippe Leroy, ainsi qu'à une éditrice vansoise, Angie Lolia, de la maison d'édition des livres et du rêve, afin d'en connaître davantage sur le sujet. Tout d'abord, l'auteur a une idée. Pour Philippe Leroy, les idées lui viennent en lisant, en regardant des films, en écoutant de la musique, en voyageant, en rencontrant des gens, en étant curieux. L'écriture d'un livre prend du temps si l'on tient compte de la préparation, des recherches et de la maturation du projet nécessaire avant la rédaction du premier chapitre. L'auteur y pense jour et nuit, se documente, crée ses personnages qui prennent forme dans sa tête et deviennent ses compagnons imaginaires. Il décide comment tout cela va commencer et se terminer, et quand il est prêt, il pose alors ses premiers mots sur l'écran de l'ordinateur. Ensuite, il propose à un éditeur un projet de roman sous forme de synopsis. Si le sujet et les personnages lui plaisent, il va signer un contrat avec un avaloir et une date de remise du manuscrit. Une fois que le manuscrit est rendu à l'éditeur, au terme d'un long travail solitaire, cela devient un travail d'équipe avec l'éditeur. En effet, de son côté, l'éditeur a un comité de lecture qui lit les manuscrits et donne son avis. Angie Lolia s'attache au sujet de l'histoire, si elle le trouve intéressant, vendeur, si le texte a du potentiel pour son public, elle choisira le manuscrit. Et puis, il y a la fameuse ligne éditoriale. Et même si sa maison d'édition est plutôt généraliste, elle a quand même une majeure partie de polars et d'albums jeunesse. Enfin, ça marche aussi au coup de cœur et au ressenti. Parfois, ça ne se commande pas et veulent ou pas un manuscrit. Lorsque le manuscrit est accepté par l'éditeur, un long travail de correction est alors entrepris. Angie Lolia nous a expliqué. D'abord, nous les lisons et faisons un retour à l'auteur pour un premier travail de correction avec les fautes évidentes, l'éthique de langage, les erreurs à éviter. Puis nous les corrigeons une nouvelle fois pour les répétitions et les incohérences. Tout ce qui nous a échappé à la première lecture. Enfin, l'auteur s'occupera des corrections et de là, nous faisons la mise en page finale. En parallèle, nous travaillons avec les infographistes sur les couvertures et nous finalisons le texte des présentations pour la 4e de couverture. Lorsque ce sont des illustrateurs et des dessinateurs, le travail de l'éditeur est plus compliqué qu'avec un auteur.
En effet, ils travaillent seuls dans leur coin. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un regard sur leur travail en temps réel et il est compliqué de devoir leur demander des modifications par la suite. Nous avons également posé des questions sur le titre donné à un livre pour Philippe Leroy. Il écrit ses romans avec un titre provisoire qui peut changer en cours de route. L'éditeur lui donnera ensuite son avis sur ce titre après l'avoir testé auprès de responsables de la promotion et des commerciaux. Si le titre est déjà pris ou qu'il ne plaît pas à tout le monde, ils en chercheront un nouveau ensemble. Du point de vue de l'éditeur, le but est qu'il soit accrocheur, qu'il arrive à capter l'esprit du livre en quelques mots qu'il nous plaise. Le circuit se poursuit après la réalisation de la maquette du livre, en passant par l'imprimeur, puis l'éditeur fait appel à un diffuseur qui s'occupera de le confier aux distributeurs qui, eux, achemineront les cartons dans les différentes librairies. Les bibliothèques et les CDI des établissements scolaires pourront acheter les livres comme nous, les lecteurs, dans les librairies. Nous avons appris avec étonnement comment se répartit le prix de vente d'un livre. Sur un livre coûtant 20 €, l'auteur ne touchera que 1,40 €, alors que l'éditeur sera payé 4 € et le libraire sera payé 7,10 €. Merci de m'avoir écouté. Merci Lilian. J'espère que vous en avez autant appris que moi. Et pour finir, Ethan va vous présenter la critique littéraire d'un roman qu'une camarade a dévoré récemment. Merci Lou. Bonjour à tous, je vais vous présenter le roman Un été à Ithaque. Mais tout d'abord, nous allons parler de son auteur. Michael Morpurgo est d'origine britannique. Il est né en 1940 en Angleterre. Il est connu notamment pour ses ouvrages de littérature et de jeunesse. Et il a gagné de nombreux prix littéraires, notamment le Grand Prix des jeunes lecteurs. Assez parlé des auteurs. Revenons à notre livre. Un été à Ithaque, l'Odyssée de Nandi. Ce livre vous plonge dans une intrigue surprenante. Vous ne pourrez pas vous assoupir en le lisant. Nandi, une petite fille, maintenant adulte, est émerveillée par le monde et les croyances grecques grâce à sa grande-tante Helena. Nandi va effectuer un grand voyage jusqu'à Ithaque pour retrouver sa grande-tante. Ayant perdu tout contact avec elle depuis plusieurs années, elle se lance dans une aventure aussi merveilleuse que mystérieuse. Nous suivons son odyssée et tout son voyage pour arriver à Ithaque, là où ses idoles grecques ont vécu auparavant. Malheureusement, il n'y aura pas seulement des bonnes surprises qui l'attendent là-bas. Sa grande-tante manquant à l'appel, elle décide de partir à la rencontre de la meilleure amie de sa grande-tante, Ellie. Pour ma camarade, les personnages savent rendre l'histoire passionnante. Le récit ne laisse aucun répit au lecteur, les rebondissements ne s'arrêtent jamais entre la découverte de nouveaux personnages et les changements de lieu. L'histoire vous laisse deviner sa suite grâce à des indices éparpillés tout au long du roman. Les illustrations de François Place rajoutent un charme au roman. Si vous êtes un grand fan de romans et d'aventures, ce livre est fait pour vous. Excellente critique littéraire, Ethan. Si vous avez envie de découvrir ce roman, vous le trouverez au CDI du collège. Merci à tous les chroniqueurs pour ces informations enrichissantes, ainsi qu'à leurs équipes de recherche sur le terrain. À bientôt, nous espérons vous retrouver pour la prochaine web radio.